Bien ici, bien chez vous, une émission proposée par Bien ici sur Radio Imo. Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être avec nous. Nous sommes ici à Biarritz, une ville-étape extraordinaire dans un territoire particulier. Vous allez voir tout à l'heure. On va parler de ce qui touche les Français au quotidien, c'est-à-dire de trouver un logement, de bien aujourd'hui vivre dans son habitat, d'être confort dans un territoire qui a beaucoup d'aspérité, qui a aussi beaucoup de culture. C'est aussi l'occasion dans ce Tour de France que nous menons avec nos partenaires de Bien ici, l'idée de vous faire partager l'idée que notre pays, cette France, a un incroyable talent. Je paraphrase une émission, bien évidemment, mais il est bon de venir ici au contact. Et nous sommes en plus, je suis ravi, face à un public extrêmement dynamique et très spontané. Écoutez ça. Merci. C'est une standing ovation. Alors là, je ne peux pas résister. Méfiez-vous, je vais rester ici. Je vais rester. Parce qu'avec un public comme ça, on ne saurait repartir. Merci en tout cas. Merci au public et à ceux qui nous écoutent. Vous êtes en direct et bien sûr, vous pouvez poster vos commentaires, liker, commenter sans aucune modération, mais toujours avec beaucoup de bienveillance. On va tâcher, mesdames et messieurs, de vous apporter les clés de lisibilité du logement. Le logement, c'est le premier marqueur social des Français. Il ne faut pas s'y tromper. Le logement, ce n'est pas uniquement j'achète de la pierre, c'est aussi le lieu de vie, c'est le lieu de l'intimité, c'est le lieu du parcours de vie, c'est le lieu de la mémoire. Et tout cela, ce qui concourt à réaliser ces rêves au quotidien, eh bien, ce sont les agents immobiliers ici présents. Et de cela, on devrait vous en remercier et je suis ravi que vous soyez là. Alors, cette ville, on est sur la façade atlantique, on est dans la ville des surfeurs. D'ailleurs, j'ai à côté de moi quelqu'un qui connaît très très bien le sujet, bien évidemment. Et tous les mois, on va vous faire partager les tendances, les joies d'habiter, les bons prix, aussi de voir les difficultés qui sèment le parcours résidentiel au quotidien. Et on va tout d'abord, si vous voulez bien, parler du sommaire de cette émission. Deux débats sur comment envisager, connaître un petit peu mieux, aller un peu plus au débat de ce marché qui est un peu particulier ici à Biarritz, bien évidemment. Et cette ville n'est pas anodine, elle n'a pas été choisie de n'importe quelle façon, puisqu'elle a une vraie réalité immobilière. On en parlera tout à l'heure. On va échanger aussi avec des professionnels qui vont se succéder, des experts du secteur sur le plateau. Bravo pour les téléphones, vous m'invitez à dîner ce soir, ça va être très sympathique. Et en tout cas, je suis ravi d'être avec vous. C'est parti pour l'émission, tout de suite après ça. Bien ici, bien chez vous, l'état du marché. Sébastien Savalette, bonjour. Bonjour. On peut dire que c'est vous l'original de l'étape ? Exactement, né à Biarritz. Merci d'être avec nous. Je m'étais dit, mon cher Sébastien, pour partager cette introduction, puisque vous allez jouer le rôle de l'éditorialiste, que toutes les personnes qui vont se succéder sur le plateau, vous les connaissez bien, de faire un petit peu un édito un peu à la mode de ce qu'on avait connu pour les gens qui ont mon âge, un Philippe Meyer qui faisait son édito tous les matins, sur Biarritz. Nous sommes dans le département des Pyrénées-Atlantiques, en région Nouvelle-Aquitaine, depuis quelques années maintenant, dans le sud-ouest de la France, bordée par l'océan Atlantique. La ville dispose d'une façade maritime longue de 4 km dans le creux du golfe de Gascogne, à moins de 25 km de la frontière de l'Espagne, avec l'Espagne. La localité résulte de l'union de deux centres de peuplement anciens, l'un qui était voué à l'agriculture et l'autre qui a été tourné historiquement vers les métiers marins. D'abord port de pêche, à la baleine. La localité connaît un bouleversement économique au XIXe siècle avec l'avènement des bains de mer. Et c'est d'ailleurs ce qui va faire la réputation de Biarritz. Napoléon III et l'impératrice Eugénie vont en faire leur lieu de villégiature et dès lors, ils vont créer une espèce de mode qui fera que Biarritz va devenir le lieu de villégiature préféré des grandes cours européennes. Une cité nouvelle en prolongement, grâce à eux, le Gotha va venir et toute la belle société se précipiter dans cette station balnéaire. Cette activité ne va pas faiblir pendant le XXe siècle. Et au début du XXe siècle, la belle époque des années folles va culminer jusqu'à la crise de 1929. Aujourd'hui encore, l'économie de cette ville reste très tournée vers le secteur des services, vers le secteur tertiaire. L'hôtellerie de luxe, les soins à la personne, les loisirs marins vont constituer, et constituent encore aujourd'hui, le vecteur prédominant du territoire. Biarritz est aujourd'hui une commune de plus de 25 000 habitants, sur la partie agglomération, dont la population qui est caractérisée par une forte proportion
de seniors. On ne va pas dire des seniors, il n'y a pas énormément de seniors non plus, mais on la caractérise un petit peu comme cela. Ça s'est tassé un petit peu, puisque après passer à avoir le cap des 30 000 habitants en 1999, il y a aussi un petit solde de régression migratoire qui s'est opéré et qui a stabilisé la population de la ville. L'histoire de la station est également marquée par des individualités sportives déterminantes qui auront un impact durable sur l'image de la ville, tels que le mousquetaire Jean Borotra pour le tennis, le scientifique et le surfeur Joël de René, et le premier champion de France de la spécialité au surf d'ailleurs, je précise, et Serge Blanco, bien évidemment, le dieu du rugby. Moi qui suis un fan de rugby, total respect pour Serge Blanco. Le climat est doux dans la station, le spectacle de l'océan, et nous y sommes, et de ses vagues sont puissantes, ainsi que l'éclectisme de l'architecture ont inspiré de nombreux écrivains, ou chroniqueurs jusqu'à récemment, Frédéric Becbédé, qui a d'ailleurs décidé de s'installer sur la côte basque. On va espérer qu'il a eu raison, rançon du succès. Le marché immobilier est extrêmement dynamique, pour ne pas dire très dynamique, on va le dire. Les prix ont littéralement explosé ces dernières années. Le prix moyen au mètre carré a progressé, tenez-vous bien, de 2 500 € en 4 ans, avec une hausse impressionnante entre l'été 2020 et l'été 2021. Comment se porte l'offre et comment elle évolue? Pour en parler, avec Sébastien Labalette. Avant de démarrer, je voudrais, si vous me permettez, vous féliciter. On va donner une information à tout le monde, c'est un scoop. Je sais que vous ne vous y attendez pas. On m'a dit que vous n'avez pas chômé avec vos équipes. Vous avez signé 200 nouvelles agences sur le secteur depuis votre arrivée et qui ont rejoint les clients très satisfaits de bien ici. C'est considérable. Moi, je dis bravo et applaudissements pour vous. Je vous le dis, les amis, vous qui nous écoutez, je vous le dis, c'est très, très spontané. Rien n'a été préparé. Voilà. Mais au-delà de ces données, bien évidemment, mon cher Sébastien, c'est votre ville. Vous êtes, comment on dit, un biarrote? Un biarrot, exactement. Un biarrot. Biarrot. Moi, j'allais dire biarrot. Et au féminin, c'est biarrote. Ah, voilà. Ah, d'accord. Biarrote et biarrot. Voilà, le biarrot. Vous connaissez donc parfaitement cette ville. Je m'étais dit, on va quand même le faire venir avec la planche de surf, mais bon, je n'ai pas osé quand même. Et alors, bien évidemment, je vous pose cette question, puisque, effectivement, l'idée, c'est comment... Sébastien, on peut aborder de façon sereine justement l'analyse du marché ici à Biarritz que vous connaissez bien. Alors, déjà pour aborder le marché, il faut avoir une certaine légitimité. Cette légitimité, bien ici, l'a gagnée, comme vous l'avez dit, grâce, on va dire, à tous nos nouveaux adhérents. Puisque donner des chiffres, si on n'est pas représentatif du marché local, ça ne veut rien dire. Donc tous les chiffres dont je vais vous parler maintenant, effectivement, grâce aux nouveaux adhérents qui ont rejoint bien ici ces trois dernières années, ont du sens. Et ce que l'on va aborder aujourd'hui, c'est une vision réelle et réaliste. Pourquoi? Car on détient aujourd'hui, je ne parlerai pas des sites concurrents, mais on détient la quasi-totalité des biens qui sont à la vente sur le secteur. Sans parler évidemment, je sais le fonctionnement, on va dire, de certaines agences ou de certains clients en particulier, des biens qui sont off-market. Le marché actuel subit un léger ralentissement. On ne va pas se voiler la face. Contrairement à ce qui se passe au niveau national, nous sommes plus que préservés. Là encore, il y aura des spécificités. Je pense que les intervenants qui seront à notre table tout à l'heure en parleront aussi bien. Mais nous, en tout cas, ce que l'on voit sur bien ici, ce sont les chiffres, ce sont les biens qui sont diffusés, les temps de diffusion. Et aujourd'hui, si on regarde le stock des biens à la vente, alors écoutez bien, ce chiffre est assez aberrant par rapport à la moyenne nationale. La moyenne par agence sur Biarritz est de 4 biens à la vente. Alors qu'au niveau national, on est sur 41 biens. Et ce chiffre-là est finalement le même depuis 4 ans. Alors quand je dis le même, vous verrez, je parlerai tout à l'heure qu'on restocke. Alors je parle de Biarritz, mais c'est aussi vrai sur les villes d'Anglet et Ben. On restocke. Mais pour revenir sur Biarritz, on est passé en 4 ans de 4 à 7 mandats. Alors si on regarde, on dirait que c'est quasiment x2, mais la réalité c'est ça, par agence.
Donc, aujourd'hui, le pouvoir, aujourd'hui et hier, on ne sait pas jusqu'à quand, est encore aux vendeurs. Est encore aux vendeurs, même si c'est en train de s'inverser légèrement. Le constat est celui-ci, en tout cas. Alors, en ce qui concerne les clients, et merci pour cette introduction, notamment les agences immobilières, une stat que vous suivez, qui est le temps de diffusion des agences immobilières, et celui-là, il a tendance à augmenter ou à diminuer? Alors, si on parle au niveau national, le temps de diffusion, finalement, nous, c'est un élément important. Donc, on arrive à savoir, finalement, l'état du marché. Est-ce qu'on a des acquéreurs qui sont là ou pas? En France, on a pris 10 jours de plus. C'est-à-dire qu'on est quasiment à 60 jours de temps de diffusion. Biarritz, on a baissé de 10 jours, même encore aujourd'hui. Donc, on est plutôt à 40 jours de temps de diffusion. Et encore, ce temps de diffusion, parfois peut être artificiel, puisqu'on sait que pour exister sur le marché, il faut avoir des biens à la vente. Et on sait, et c'est pour en blâmer aucun d'entre vous, que quand on a une offre, mais on laisse le bien en ligne. Pourquoi? Mais pour, être visible auprès des clients potentiellement acquéreurs, vendeur, tout en lui disant « Ah, désolé, le bien, on vient d'avoir une offre dessus, il n'est plus disponible. On peut parler de votre projet. » Mais aussi, on sait qu'on n'est pas sur un marché de primo-accédant. On est sur un marché à minima de segundo-accédant. Donc, quelqu'un qui vous contacte sur un mandat qui, certes, sur lequel vous avez une offre, potentiellement, il a un bien à la vente, pour peu qu'il soit sur le secteur, que ce ne soit pas une résidence secondaire. Donc voilà, donc c'est pour ça que ces chiffres, on va faire intervenir après des personnes qui au quotidien voient des particuliers. Nous, nos chiffres, ce sont des chiffres de temps de diffusion. À vous de nous dire derrière ce qui se passe réellement. Alors, quand je vous écoute, on se dit que Biarritz ne connaît pas vraiment la crise. La question, c'est où est-ce qu'on en est concrètement sur les prix aujourd'hui? Alors, ce que l'on constate, on est sur une tendance baissière, mais qui est légère. Les prix se sont tellement envolés, comme vous disiez en préambule, entre l'été 2020 et l'été 2021. C'est phénoménal hein, comme augmentation. C'est très rare de voir des augmentations aussi élevées. Hein. Exactement. 2500 € d'augmentation par mètre carré. On était parti d'assez haut. Donc évidemment, un appartement ici, vue mer, ou un appartement dans le quartier de la Négresse à Biarritz n'aura pas le même prix du mètre carré. Mais en tout cas, si nous, on lisse, c'est 2500 € malgré tout. Donc vous voyez, même si il y a une légère tendance baissière, c'est pas ça qui va nous révolutionner le marché biarrois en tout cas. Alors on voit que l'effet de relâchement de la tension ne se voit pas vraiment encore, hein, quand même. Non, pas du tout. Alors là, de nouveau, les chiffres, on peut leur faire dire ce que l'on veut parce qu'on fait une moyenne finalement. Donc, s'il y a moins de ventes, si on fait une vente 12 000 € du mètre carré sur 3 ventes, ou si on fait 6 ventes, une à 12, une à 8, une à 9, on va dire ça continue d'augmenter. Mais on se rend compte que finalement, il y a deux fois moins de ventes. Donc ces chiffres-là sont toujours à pondérer, on va dire. Nous, on parle de biens à la vente sur notre site, de temps de diffusion, mais la réalité de ce qui se passe chez nos adhérents sera évidemment intéressante à écouter. Est-ce que vous avez d'autres constats, justement, à nous partager pour cette première partie d'émission ? Alors, ce qui est étonnant, c'est peut-être, on a encore les effets peut-être du post-Covid. On a une demande sur les maisons qui est 2 fois plus forte que l'offre. Et sinon, on est systématiquement en adéquation, en réalité, que ce soit les biens, on parle d'un T2, à peu près 20% de recherche de T2 sur Bienici, sur Biarritz, et on a 20% de demande. La maison, c'est autant de... Voilà, c'est le double pour maison. On a 2 fois plus de demandes de maisons. Et évidemment, on ne peut pas satisfaire tout le monde. Est-ce qu'on peut dire que c'est une appétence singulière qui est liée au territoire ou à l'attractivité du territoire, ou c'est un phénomène qui touche finalement toute la bordure littorale? Alors moi qui ne connais pas très bien cette ville, est-ce que c'est un phénomène qui touche particulièrement... Alors non, ce n'est pas singulier à Biarritz.
les envies de verre et de soleil suite au confinement, en tout cas, restent des éléments encore assez forts. Le télétravail. Le désir de verre, de l'espace, de l'air, du verre et de l'espace. Tout à fait. Avoir un peu une perspective, parce que ça a été quand même une sacrée année, hein, le confinement. Parce que les gens ont fait connaissance avec leur logement pendant le confinement, quand même. Entre entrer et sortir pour travailler. Et certains même avec leur femme et leur mari. Oui, par exemple, oui, ce qui a expliqué. Ouais, ça a été. Non, mais ça peut paraître. Non, mais c'est vrai que ça peut paraître ou vous paraître anecdotique, mais il y a des personnes qui effectivement ont fait connaissance avec les personnes avec qui ils vivaient en restant avec eux pendant des semaines et des mois, ce qui est assez paradoxal et intéressant d'un point de vue anthropologique, voire sociologique à observer. Et le désir de verre, d'espace, de terrasse, par exemple. Quand on voit les nouvelles injonctions faites aux promoteurs dans les modes constructifs, on voit que c'est un phénomène qui va durer. Et ça, vous le confirmez. Exactement. En tout cas, certains disent, alors moi j'entends certaines agences qui nous disent que certains sont déçus de la vie trop paisible du Pays Basque et qui déjà peut-être souhaiteraient déjà revendre. Est-ce qu'ils rentreront en tout cas dans leur fait? Ça, c'est notre question. Et c'est vrai, c'est une vie plus calme. Agréable, mais plus calme. C'est très clair. Merci beaucoup Sébastien pour ces données qui sont très précises. On va avoir, les amis, d'autres chiffres qui vont être fournis avec les professionnels qui vont nous rejoindre, qui sont issus d'ailleurs des datas de Bien Ici. Et on vous fera réagir, bien évidemment. Et je vous demanderai également de réagir dans un instant. On vous a fait un petit cadeau. On s'était dit qu'on allait rencontrer des agences immobilières un peu stars, un peu emblématiques. Moi, j'ai adoré ce reportage, notamment une agence immobilière dans laquelle on peut faire rencontrer de l'art, par exemple, avoir une vue esthétique de l'immobilier. Moi, j'ai trouvé ça absolument formidable. Je crois d'ailleurs que la patronne de cette agence est dans la salle, me semble-t-il. Voilà, bravo. Ouais, une superbe initiative. Ça me rappelle une agence immobilière dont j'avais fait un reportage en Lorraine et à Strasbourg, qui avait trouvé un titre. Elle avait appelé son agence la Pop Artiserie. Et en fait, l'idée, c'était de faire de la culture urbaine mêlée avec une agence immobilière. Il y avait des cercles de lecture, des comités de poésie. Je trouvais ça absolument remarquable. Elle avait même inauguré un salon de thé, pour vous dire. Elle faisait elle-même les gâteaux. Moi, j'ai trouvé ça superbe. Moi, j'aime beaucoup cette idée dans l'empreinte. Et c'est un reportage que je vous invite, toutes et tous, ici dans le public, à regarder. Il a été réalisé par Alexandre Burkhardt, pas plus tard qu'hier, de très très belles images dans un soleil magnifique. Je vous propose qu'on regarde, si vous voulez bien, ce reportage. Et on se retrouve tout de suite après. Aujourd'hui, dans votre rendez-vous Bien Ici, Bien Chez Vous, nous sommes à Biarritz, emblématique ville du Pays Basque. Ce ne sont pas de ces surfeurs dont nous allons parler, mais de son marché immobilier. Pour cela, nous sommes partis à la rencontre de 3 agents locaux. On est une agence familiale, donc on est la plus ancienne agence de Biarritz. Et ça a toujours été une aventure familiale. Ce souci de se dire, voilà, c'est une agence qui est présente depuis très longtemps. En 2022, on a fêté les 150 ans de l'agence. C'est une belle histoire et on souhaite qu'elle continue. Je suis agent immobilier depuis 15 ans. Donc l'agence, on l'a créée, au départ, on l'a créée à 2. On est une agence indépendante. On dépend beaucoup du relationnel, en fait. Et ce relationnel, aujourd'hui, il est positif. On fait beaucoup d'intercabinets. Et le fait d'avoir une bonne réputation nous permet aussi de pouvoir fonctionner de façon très ouverte avec nos confrères dans le but de satisfaire le client. Donc ça fait à peu près un peu plus de 13 ans qu'on a ouvert la première agence Crazy Home. Il était important pour moi de ne pas monter une seule agence basée sur la transaction, mais j'ai toujours mêlé dans ma vie les artistes, les événements, voilà, toutes les rencontres. Donc forcément un client qui veut meubler sa maison, et forcément on vient toujours à parler d'immobilier. Il me dit, voilà, j'ai acheté cette maison, mais j'aimerais bien la vendre. Tiens, j'ai mon voisin qui veut vendre sa maison. Donc voilà, c'est comme ça un petit peu qu'on a tissé la toile. Parce qu'ici, le marché quand même repose pas mal sur l'achat en secondaire. Et nos clients nous disaient, si vous me vendez ce bien, vous vous en occuperez, vous me le louerez. On s'est adapté au marché. Alors comme souvent, au début, on s'est dit, tout le monde nous disait, oh, mais personne ne le fait. Bon, il faut relativiser. Aujourd'hui, on est quand même assez nombreux à le faire.
Maintenant, il y a les nouvelles réglementations qui viennent de passer, donc le marché va de nouveau devoir s'adapter à cette nouvelle réalité. Mais pour notre part, on va continuer. L'agence Banquet, on pratique tous les services immobiliers. On fait vraiment de tout. On part du studio très classique jusqu'à la très belle maison vue mer à des prix très élevés. Donc la transaction, la location à l'année, la gestion locative, le syndic de copropriété et l'immobilier professionnel. Et on est vraiment spécialiste du plein centre-ville de Biarritz. Donc en effet, les mots qui pourraient définir un petit peu notre concept, donc c'est l'événementiel depuis plus de 10 ans, l'agencement, la déco, l'humain, ça c'est très très important, avec mes clients et en interne avec mon équipe, et les artistes, voilà, tout le monde des artistes, et sans oublier bien évidemment l'immobilier, l'immobilier en lui-même. Un bon agent, pour moi, c'est qu'à la fin de la transaction, toutes les parties soient contentes. Et pour moi, un bon agent, c'est un agent qui dit tout dès le départ. C'est-à-dire qu'on a vraiment, nous, un devoir de conseil envers nos clients. Je pense qu'on est vraiment un acteur essentiel dans la chaîne économique, que ce soit du bâtiment ou autre, qu'on a vraiment un rôle à jouer là-dessus. Alors, un bon agent immobilier, c'est de se former très régulièrement. Au niveau urbanisme, juridique, il y a tellement à apprendre, ça change tout le temps. Voilà, être passionné par rapport à ces points-là, ça c'est très très important, c'est de bien connaître son secteur, voilà, avoir un très beau relationnel, voilà, ça c'est très très important aussi, parce qu'aujourd'hui tout se fait en réseau et en interne. Alors bon, il y a plusieurs façons de répondre à la question. Peut-être la première, ce serait de demander l'avis de nos clients. Et l'avis de nos clients, aujourd'hui, c'est plus de 97% de taux de satisfaction avec Opinion System. Un bon agent immobilier, c'est avant tout quelqu'un qui est honnête, quelqu'un qui se met véritablement au service et du vendeur et de l'acquéreur pour que les parties se rapprochent dans les meilleures conditions possibles, avec des intérêts divergents. Bien ici, bien chez vous, le grand débat. Et bien voilà, de retour sur le plateau, ici à Biarritz, pour cette première partie du débat. On va essayer d'entrer dans le vif du sujet, comme je le disais tout à l'heure en préambule, avec ceux qui font le territoire. Outre Sébastien Sabalette, qui est avec nous, directeur de la région Sud-Ouest chez Bien ici, nous avons le plaisir d'accueillir sur le plateau Élodie Mir. Bonjour Élodie. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien. Voilà, alors vous avez une agence à Saint-Lary. Saint-Lary, les Hautes-Pyrénées, et je suis ici parce que je suis aussi la présidente de la Chambre Béarn Bigorre Pays Basque, et donc je me ferai la voix de nos adhérents. Alors Saint-Lary, c'est quoi? C'est une station balnéaire? C'est une station de ski. Mais Station de ski. Pour revoir la géographie. Non, mais j'allais faire un jeu de mots. Non, mais je voulais faire un jeu de mots. Madame Mir, quel temps fait-il dans la station? Ah, c'était voilà, facile. mais on vous l'a déjà fait. Mais pour vous, je ferai le maximum avec mon nom. On est d'accord. Merci en tout cas d'être avec nous, même si on est un tout petit peu loin de la côte basque quand même. Et merci d'être avec nous. Bien évidemment, Lionel Olezola est avec nous. Bonjour Lionel. Bonjour. Comment ça va? Oh, très bien, écoutez, il fait beau. Tout va bien. Voilà, donc directeur de l'agence Olezola. Vous êtes ce qu'on appelle, on peut dire, le geek de la bande ou pas? Alors c'est surtout mon frère qui est le geek de ouais. la bande, mon associé. Moi, je suis un petit geek à côté de lui. Oui, mais enfin, vous venez quand même... vous êtes ingénieur de formation. Oui. Alors, est-ce que c'est vrai que vous êtes d'une famille de triplés? Oui. Tout à fait. Mais je travaille... Vous êtes venu à 3? Non, en fait, on est venu à 3, oui. C'était pas prévu d'ailleurs. Ah oui? Ah oui? Non, pas du tout. Ah, des triplés, d'accord. Non, c'était des jumeaux au début, puis il y a un troisième qui est arrivé. Donc, et est-ce que vous vous ressemblez ou... Ah, il y en a deux qui se ressemblent vraiment. Moi, je suis celui qui ne ressemble pas. C'est plus simple. D'accord, mais vous êtes venus quand même ensemble. Tout à fait. Voilà. Merci d'être avec nous en tout cas. Et effectivement, vous aviez dans votre activité opéré souvent en location saisonnière et vous avez fait un virage ensuite vers la transaction. Vous nous en parlerez tout à l'heure. Bien sûr. Merci en tout cas d'être avec nous. Daniel Iribarren qui est avec nous. Bonjour Daniel. Bonjour Sylvain. Voilà, président du réseau d'agence Carmen. Alors vous êtes l'incontournable. Je ne sais pas si je suis incontournable, mais je suis là. Ah, mais tout le monde vous connaît. Non, mais tout le monde vous connaît. Peut-être, oui. Vous avez créé un groupe immobilier, vous nous en parlerez tout à l'heure. Alors, je ne sais pas qui fait le marketing chez vous, mais Carmen, j'adore le nom. Carmen, c'est référence à Bizet ou
ou c'est le prénom de maman? C'est le prénom de maman. C'est le prénom de maman. Exactement, exactement. Mais cette idée d'appeler un réseau, moi je trouve ça extraordinaire. On a beaucoup de réseaux qui ont des noms, un acronyme, des abréviations. Là, vous avez donné un prénom. Vous aviez une vision? Vous vous étiez dit, voilà, je vais être à contre-courant, peut-être? Alors, pour la petite histoire, donc c'est le prénom de maman, qui avait des boutiques de prêt-à-porter, qui un jour m'a dit, tu veux vendre des appartements? Et donc, on l'a appelé Carmen comme les boutiques, et puis c'est parti comme ça. Et après, on s'est posé la question si on le changeait. Et puis, on a vu toutes ces agences qui s'appelaient, excusez-moi, hein, IMO, je sais pas quoi, donc je ne veux pas en citer. Hein. Et on ne trouvait pas ça très, très, très humain. Et on trouvait qu'un prénom, c'était quand même un peu plus humain. Et voilà pourquoi on a gardé le prénom de Carmen, et avec sa petite sœur qui arrive bientôt. Sa petite fille, pardon. Je suis sûr que vous aimez le rugby. Comment? Vous aimez le rugby? J'aime bien. Oui, ça se voit. Parce que vous avez une présence rassurante. Vous êtes le genre de personne, on n'a pas envie de s'engueuler avec vous. Vous savez? C'est vrai ou faux? Ah ouais, je vous fais peur? Non, mais vous avez une présence, comme dirait l'autre, apaisante. Voilà, apaisante. Alors, j'étais avec Marc Lièvremont la semaine dernière. Oui. Extraordinaire. Et quand il m'a serré la main, j'ai cru qu'il me dévissait la tête. Donc, je me suis dit, ça vaut la peine de rencontrer des rugbymen. En tout cas, je suis ravi que vous soyez avec nous. Un grand patron de l'immobilier. Vous connaissez très bien votre terrain. Vous connaissez très bien votre terrain. Et j'aimerais commencer par vous, si vous voulez bien. Élodie, on a eu les chiffres qu'on a évoqués tout à l'heure. Vous les avez écoutés. De votre point de vue, quel constat vous faites de votre point de vue? Alors, le microclimat dont parlait Sébastien, il est là, mais le retour quand même que j'ai des adhérents, c'est un marché qui se calme, un marché qui commence à se gripper un petit peu, des difficultés qui sont liées bien évidemment aux difficultés d'être financé, puisque les changements de modalités du taux d'usure affectent tous les profils. Aujourd'hui, tous les profils... Taux d'usure combiné avec une augmentation des points de base pour un truc, c'est double peine, quoi. C'est exactement ça. Et des gens qui croient légitimement pouvoir continuer à investir se retrouvent bloqués. Et on doit faire acte vraiment de pédagogie auprès de nos clients, parce qu'on a encore des vendeurs qui pensent qu'on est sur une pente ascendante et qui ont des attentes en termes de prix qui sont vraiment substantielles, alors qu'on a des acquéreurs qui aujourd'hui, surtout quand ils savent qu'ils peuvent payer comptant, se disent qu'ils sont en position de force et qu'ils vont pouvoir négocier. Oui, donc on est sur une île de crête qui est compliquée. Vous savez ce qu'on dit quand on fait nos analyses économiques? On dit que la prime est à la liquidité. Quand vous avez la puissance de, c'est vrai, quand vous avez la puissance de tir en disant je peux acheter cash ou sans réserve, hein, parce qu'on a vu le cas sur certaines opérations, c'est un lever de négociation vu la situation. Effectivement, c'est un peu j'allais dire c'est un peu la règle du jeu. À chaque fois qu'on est dans des contractions de marché, on voit apparaître des négociations un peu singulières qui n'auraient jamais été vues, parce qu'on est d'accord que ce type de négo, entre guillemets... On a des profils en plus aujourd'hui, même au niveau des acquéreurs, des profils avec des restes à vivre qui sont particulièrement importants et qui, pour autant, puisqu'on a ce fameux plafond des 35%, ne sont pas pris en considération par les banques. Oui, alors, ce que vous dites est non seulement un sujet, mais vous savez, au mois de décembre dernier, il y avait eu un groupement avec tous les courtiers qui avaient manifesté devant la Banque de France, vous savez, pour la révision du taux d'usure. Il faut que vous sachiez que dans la Constitution, le taux d'usure est fixé. C'est-à-dire que les taux d'usure, parce qu'il n'y a pas un taux d'usure, il y a un taux d'usure. Je vous donne juste un chiffre. Vous savez de combien est le taux d'usure pour les crédits de consommation? À votre avis? Ouais, 7 ou 8%, non? Ah non. Il est haut. 12. Il est à 14%. Ah oui. Est-ce que vous vous rappelez, à l'époque, dans les années 90, à quel taux était le taux d'usure? Le taux d'usure pour les crédits de consommation était de 22%. Et on a donc, en fait, le taux d'usure, qu'est-ce que c'est? C'est la prise en compte de l'endettement des Français par rapport à la capacité à s'endetter. Et en réalité, ce taux, il est comme quand on prend des points de base d'augmentation, il est tellement variable qu'on est obligé de le réviser de façon très courte. Et il y a eu une extension, donc il y a eu une dérogation qui a été faite pendant 2 ans, de revoir le taux d'usure, non pas au trimestre, mais au mois. Chaque mois. Mais même là, ça ne suffit plus, puisqu'on est sur des augmentations. Et vous avez vu, avec la réduction du délai pour le calcul du taux d'usure, on a vu que les taux d'intérêt, l'augmentation va beaucoup plus vite. Et donc, du coup, les effets du calcul de taux d'usure
n'ont pas produit leurs effets, on peut dire. Complètement. Ça a été ce qu'on attendait par justement ce réajustement chaque mois ne produit pas les effets escomptés. Lionel, vous partagez ce constat du ralentissement avec ces 5 années d'euphorie. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Il est vrai qu'on a eu Alors 5 années d'euphorie, c'est vrai, mais les 2 dernières années étaient vraiment spéciales. Hein. Vous aviez un bien, il partait en une semaine, en une journée, en une heure. On était vraiment sur un marché qui était... à peine entré, déjà vendu. À peine entré, déjà vendu, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Et à juste titre, on a eu un post-Covid. Les gens ont découvert leur logement, ont découvert la taille de leur logement. Et ils ont voulu venir sur la côte. Et ça, c'est un phénomène qu'on a partout. On n'a pas que le Pays Basque, où on a une migration vers la côte. On a une migration vers les espaces verts et la côte. Donc aujourd'hui, on a eu, pendant des années, il faudrait peut-être pas non plus s'y habituer, des biens qui partaient en 2-3 jours, une semaine. Et comme on le disait, vous avez des acteurs du marché qui pensaient que ça allait continuer comme ça. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a un délai qui est un peu plus long au niveau de la commercialisation et on a des problématiques qui arrivent et qu'on n'avait pas avant. Que ce soit les crédits, que ce soit aussi le côté attentif des gens. Quand vous dites, depuis le début de l'année, à tout le monde que ça va baisser, ça va s'écrouler, ça va s'effondrer, automatiquement, les gens, ils n'ont pas envie d'acheter. Ils attendent un petit peu. Bien sûr. C'est normal. Bien sûr. Quand vous dites, quand j'arrive, on a une particularité sur Biarritz, c'est les acheteurs. Souvent, les acheteurs, ils achètent cash. Moi, jusqu'à maintenant, j'allais rarement voir des courtiers, mais aujourd'hui, on a une agence qui travaille un peu sur tout le Pays Basque. Cash. Donc, on a cash. Et quand vous dites cash sur 10 ventes Alors, sur Biarritz, vous aviez quand même la moitié des ventes qui se faisaient cash sur les biens de qualité. Vous avez des gens qui, en fait, vendaient d'autres biens, notamment sur Paris, pour pouvoir acheter. Donc, en fait, ils avaient les finances. Ils avaient déjà préparé leur venue, en fait. Donc, vous aviez des personnes de 55, 60 ans qui commençaient à préparer leur retraite. Et ça a participé à l'augmentation Ah, mais bien sûr. mécanique des prix. Ah oui, vous avez des gens même, moi j'ai eu des gens qui sont venus, vous voyez, on a une agence à Saint-Pé-sur-Nivelle. J'ai des gens qui rentraient dans mon agence, qui venaient de la nouvelle technologie, qui me disaient, voilà, avant j'avais un budget de 500 000, aujourd'hui j'ai un budget de 750 000, 800 000, et je paye cash, parce que je bosse pour Google, je bosse pour Apple. C'était fou, juste après le Covid. Donc tous ces gens-là ont fait augmenter les prix, et en fait on a pris peut-être aussi une mauvaise habitude. Mais vous avez raison, aujourd'hui il y a un ralentissement, les gens sont attentifs. Les prix, ben voilà, c'est toujours pareil. Allez dire à quelqu'un que son bien, au bout d'un an, ben écoutez, je suis désolé, les prix sont tombés, ça vaut 10% de moins. Vous savez à quoi je pense quand je vous écoute comme ça? Je me dis, mais finalement, on est en train de redécouvrir non pas celui qui vend, mais celui qui achète. Ah, tout à fait. C'est-à-dire que finalement, à peine entré, déjà vendu, on se disait, bon, bah, l'acquéreur, il part, il y en a un autre qui vient, ça va se vendre facilement. Et là, vous êtes en train de me dire, si je comprends bien, hein, dites-moi, que finalement, le client central, qui est celui qui va acheter, bah celui-là, il commence à devenir très important dans le scope en ce moment. On revient aux bases. Aujourd'hui, il ne faut pas oublier qu'avant... On revient au fondamental. Voilà, une vente sur l'année, bien sûr, Sébastien me contredira si je me trompe, on est sur des ventes qui sont plutôt longues en France, et ça peut durer 6 à 8 mois. Nous, le Pays Basque, on avait des ventes qui étaient très courtes, même sur l'intérieur. Hein. Ça pouvait prendre à peine 2 semaines. Donc en fait, on n'avait même pas le temps de connaître peut-être le client, sauf si on l'avait traité au préalable et qu'on le travaillait. Donc on a des agents qui ne travaillaient pas vraiment les clients acquéreurs, et là, on y revient. Ce qui n'est pas plus mal. Hein. Ça permet vraiment de cerner les besoins et de vendre. S'il y avait une vertu, finalement, à ce qui est en train de se produire, ce serait celle-ci, finalement. Bien sûr. Essayer de s'orienter. Je sais que le client, pour vous, Daniel Iribarren, c'est quelque chose qui est central dans votre modèle économique. Oui. J'ai beaucoup échangé avec vos équipes et votre directeur marketing, notamment. Il est au cœur du... C'est vraiment... Alors, on peut dire que le groupe que vous représentez, il est client-centrique. Il n'y a pas de doute là-dessus. Votre constat, vous, avec le recul sur votre groupe, l'expérience que vous avez sur, justement, ce qui s'est produit en transaction, avec quelle sensation vous avez aujourd'hui, quelle morale vous avez aujourd'hui? Bon, je ne vais pas faire de la redite, hein, je pense que tous les deux ont raison, globalement. Moi, je voudrais rajouter quand même que, certes, les prix se sont bien accélérés, mais malgré tout, même si aujourd'hui ils se détendaient un petit peu sur la côte, sur la première ligne, ça ne changerait pas grand-chose, hein, et ça n'a jamais changé grand-chose. Je vous donne une anecdote. Je crois que c'était en 1998, quand on a ouvert notre bureau de Saint-Jean-de-Luz, notre premier bureau à Saint-Jean-de-Luz. Le mètre carré sur le boulevard Thiers, qui était le front de mer, hein, était à 36 000 francs. C'est-à-dire grosso modo 6 000 € du mètre carré en 1998. Donc déjà pas abordable pour le déjà pas abordable pour le local. Ce qui a beaucoup changé aujourd'hui, c'est que là, on parlait de Saint-Pé-sur-Nivelle, mais Asquin, Urugne, Arcang, etc. sont devenus inabordables quasiment aux locaux. Et donc aujourd'hui, je pense que quand on observe cette clientèle qui pouvait, je dirais, aller sur ces secteurs-là, il va y avoir, je pense, une correction, parce que là, ça freine vraiment. On en parlait tout à l'heure. On a à peu près sur ces secteurs-là 25% des compromis de vente que l'on signe
ne vont pas au bout à cause des refus de prêt, quoi. Des refus de prêt. Est-ce que ce phénomène, justement, vous qui avez une longue expérience dans la matière, des refus de prêt, est plus inédite que ce que vous avez connu par le passé? Jamais connu. Ah, pour vous, c'est inédit? Jamais. Comme ça, non, jamais. Parce qu'on a connu l'époque où on empruntait à 12. Hein. Oui, mais il y avait de l'inflation, il y avait des prix. En fait, c'était les prix qui étaient plus bas. Oui, bien sûr. Aujourd'hui, en fait, il faut corriger les prix. Parce que quand je vous entends aussi, il y a quelque chose qui me vient à l'esprit, c'est comment font pour se loger les classes moyennes? Alors, jusqu'à présent, les classes moyennes étaient locataires, en primo-accédants, et aspiraient à devenir primo-accédants. Aujourd'hui, comme ils ne peuvent pas être primo-accédants, ils restent là où ils sont. Et donc, on a un bouchon des nouvelles personnes qui veulent se loger. Et là, on se retrouve, comme partout en France, je crois, avec un vrai problème où on a un gros bouchon. Alors, je me permettrai, tout à l'heure, on parlera du marché locatif tout à l'heure sur le second plateau, mais effectivement, ce fameux bouchon, il est très très clair sur notre site, et particulièrement au Pays Basque, et je vous donnerai les stats versus les chiffres nationaux. C'est impressionnant, ce bouchon. Absolument. Et alors, c'est intéressant ce que vous dites, parce que, comme dirait l'autre, tout bouleversement est propice au changement. Je reprends une de vos phrases à vous, Lionel. Vous dites aujourd'hui, je synthétise un peu, qu'il y a deux types d'agents immobiliers. Oui. Alors, je reprends. L'indépendant qui a peur, ceux qui pleurent, et ceux qui investissent, tout va bien, et ceux qui augmentent le budget. C'est pas exactement mes paroles. Voilà. Aujourd'hui, c'est notre. Alors, voilà. Pas exactement mes paroles. Aujourd'hui, moi, je pars d'un principe extrêmement simple, c'est qu'on est dans un métier. Agent immobilier, ça a toujours été un peu mal vu. Moi, vous l'avez dit tout à l'heure, j'étais ingénieur. Donc c'était bien, ingénieur, waouh, bac plus 5, tout ça. Hein. Et quand j'ai voulu bosser dans l'immobilier, on m'a dit, mais pourquoi tu fais ça? Ça va pas ou quoi? T'es malade? Tu vas bosser avec eux? C'était une image... négative. Totalement négative. Donc parce qu'aujourd'hui, on ne connaît pas notre métier, on commence à bien le connaître parce qu'il y a des efforts qui sont faits par la FNAIM et notamment les nouveaux entrants, ceux qui prennent la présidence aujourd'hui, la nouvelle salve, on va dire. Et il est vrai que... On a des gens qui vont s'adapter, on a des agents immobiliers qui vont se fédérer, on a des agents immobiliers, on en a parlé tout à l'heure dans le reportage, qui font partie de la MEPI et qui vont partager leurs biens parce que l'objectif, c'est pas de vendre le bien, c'est que le client le vende et qu'on a un acquéreur en face. Donc si on doit travailler à deux agents, pourquoi pas? Si on a un acquéreur qui a confiance qu'en une personne... Moi, j'ai des gens, parce que voilà, j'ai eu une expérience passée, qui voulaient passer que par moi. Mais si les autres agences n'avaient pas voulu travailler avec moi, j'aurais jamais pu vendre. Donc aujourd'hui, on a des agences qui s'adaptent, qui travaillent ensemble, bien sûr pas sur tous les mandats, il est vrai, et on en a d'autres qui restent dans leur coin, qui se renferment et qui aussi ne se forment pas automatiquement. Donc là, on insiste là-dessus. Est-ce qu'il y a des zones à privilégier selon vous? Alors aujourd'hui, on va pas se mentir, comme on a dit, à la côte n'a jamais été accessible. C'est pas parce qu'aujourd'hui c'est à 12 000 du mètre carré, quand c'était à 6 ou 7, ça l'était pas non plus, au vu des revenus qu'on avait. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on a des endroits, Saint-Pierre-sur-Nivelle a une croissance... très importante en 3 ans. Là, ça revient un petit peu à des prix plus raisonnables. Donc, on a la 3e ligne qui est quand même assez intéressante. Et puis, on peut avoir de temps en temps de bonnes affaires, mais toujours un petit peu avec des travaux. Donc, il faut aussi savoir se débrouiller à ce niveau-là. Donc, voilà, la côte, ça ne va pas. La 2e ligne, comme on a parlé tout à l'heure, là, il va falloir réguler un petit peu. Arkang, à Aetz, Arbonne. Avant, Arkang, c'était très cher. Arbonne, ça allait. À Aetz, c'était abordable. Aujourd'hui, tout est cher. Il n'y a pas de différence alors qu'on a des avantages à certaines villes qui ne sont pas respectés. Donc aujourd'hui, je pense qu'il va y avoir une régule aussi et au fur et à mesure du temps, on va avoir des biens qui vont se baisser en prix pour être plus abordables. Daniel? Il n'y a pas de secret, de toute façon. Soit les prix se régulent, soit les taux baissent. Voilà, de toute manière, il n'y a pas... De levier, oui. Oh, sinon, ça va bloquer, puis ça va faire mal, quoi. Les taux, c'est compliqué. Vous savez, il y en a certains qui disent que ça pourrait se gilet jauniser, comme dirait l'autre, parce qu'on n'en est pas tout à fait loin quand on y réfléchit, puisqu'on ne peut pas franchement dire que les politiques publiques aujourd'hui soient pro-immobilières. On peut dire les choses un peu comme ça, en restant poli, bien évidemment. Ça, c'est le sujet. L'attention sur le terrain, justement. L'attention sur le terrain entre... que l'on sent un peu sur le marché. C'est vrai que le Pays Basque a une particularité avec une certaine tension. Je devais rencontrer le maire de Bayonne, Jean-René Tchagaray, et la maire de Biarritz, d'ailleurs, qui nous ont demandé avec le Figaro de ne pas venir les voir pour parler du logement. Parce que le logement était, on va dire... alors Jean-René, que je connais bien, me dit...
Bon, sois sympa, tu viens pas parce que le logement, je n'ai rien à y gagner et que des coûts à recevoir. En plus, on a un promoteur qui s'est fait agresser, qu'on a des agences immobilières qui ont été taguées, etc., etc. Bon, on voit bien qu'il y a une tension. Quelle est la réalité de ce marché, Daniel Héribarène, quand on voit la tension avec justement les personnes qui ont, on peut le comprendre, hein, qui ont des difficultés à se loger. Hein, ça, on peut le comprendre. Alors la difficulté, encore une fois, hein, pour moi, elle n'est pas propre au Pays Basque, elle est nationale. Donc je dirais qu'ici, on a des mouvements qui sont très identitaires, qui viennent profiter je dirais, de cette crise immobilière pour revendiquer le Pays Basque est à nous, le Pays Basque n'est pas à vous. L'immobilier serait un prétexte finalement pour faire émerger ce genre de... Exactement, mais bon, c'est vrai qu'on peut comprendre que je dirais, ils ont tous raison de râler, de ne pas pouvoir se loger, mais je dirais, de prendre ce prétexte pour de l'identitaire et puis faire peur aux politiques, ça commence à faire peur à tout le monde. Moi non, particulièrement, parce que c'est pas mon style, mais globalement je suis étonné même, je dirais, des politiques qui votent certaines réglementations justement sur les meublés touristiques, du fait juste d'avoir peur de se prendre, je dis entre guillemets, une bombe, quoi. Alors, on va en parler d'ailleurs tout à l'heure parce que c'est une chose qui touche. Aujourd'hui, je vais vous dire, durant les 10 dernières années, c'est 27 rapports sur le logement, 10 commissions. Là, il y a eu le CNR, vous savez, le Conseil national de la refondation. Et le président de la République a annoncé dans Challenge il y a 10 jours qu'il allait faire une énième conférence des partis. Bref, de qui se moque-t-on? Bien évidemment, on a bien compris que l'immobilier, ce n'était pas vraiment la tasse de thé de l'exécutif actuel et que l'inflation normative dont vous parlez, elle modifie vos équilibres économiques, mais elle est surtout fatale à ceux qui veulent se loger. Mmh. Parce qu'il y a quand même des Français qui veulent se loger, qui ont besoin de se loger, et c'est un besoin de première nécessité. Élodie, un commentaire sur ce qui a été dit peut-être? Par rapport aux dispositions qui ont pu être prises par la communauté de communes, et effectivement, la problématique du logement et du logement pour tous, il faut vraiment comprendre que nous, agents immobiliers sur le terrain, on y est confronté avec nos équipes qui ont besoin de se loger, parce qu'il y a quand même cette corrélation logement-emploi. Élodie, est-ce qu'on peut mettre les pieds dans le plat? Est-ce qu'on peut comprendre ceux qui se disent on a des logements qui sont vides, ce qu'on appelle des lits froids, me semble-t-il, toute l'année pour la jouissance de 1 mois ou 2 de vacances et que moi, j'arrive pas à me loger? Est-ce que cet énervement prend une certaine légitimité? Et c'est vrai que cet arrêté, parce qu'on va parler de cet arrêté municipal qui a été emboîté par, je crois, Sébastien, 17 villes en France. 24. C'est ça. C'est 17 C'est pas un arrêté municipal, c'est une réglementation de la communauté d'agglomération. Oui, pardon, oui, vous avez raison, la communauté d'agglo, d'essayer. Alors, je synthétise, je vais faire mon journaliste, mais l'idée, c'est plus de location saisonnière. Dans l'espoir de faire revenir de la location saisonnière dans la location classique. C'est ça l'idée ou pas? Cette approche, elle est biaisée, finalement, parce que on a besoin, à un moment donné, d'arriver à une mixité entre résidents principaux, résidents secondaires. Logique. On a tout un tissu économique qui en dépend. On en discutait la semaine dernière, puisqu'il y a un projet de loi qui a été repoussé, qui est mené par Anaïs Glemer, qui est députée du Finistère, parce que c'est un problème prégnant ici, mais ça allait en Bretagne, ça allait sur toutes les zones où il y a une forte attractivité. Et comme on l'évoquait ensemble, je disais, le principe de la compensation, ici, n'est pas le bon dans le sens où il va trop loin. On a besoin de réguler. Et tous les agents immobiliers veulent réguler parce qu'on est conscient qu'il faut qu'on loge tout le monde et c'est ce qu'on fait tous les jours dans nos agences. En revanche, là, cette compensation qui finalement est une interdiction de la location saisonnière qui ne dit pas son nom, c'est le nini, c'est quelque chose qui ne va pas apporter de réelles solutions, parce que l'idée étant de dire nous allons mettre à mal la location saisonnière, dès lors nous allons avoir des prix qui vont baisser. Ben oui, si on passe de 12 000 à 7 000, je ne pense pas que le local de l'État puisse quand même acheter. Au contraire, on aura peut-être un effet inverse qui sera de nouveaux arrivants qui pourront, eux, se permettre d'acheter à 7 000 sans louer, et donc des volets clos, et donc des lits froids. Il n'y a pas une solution miracle, il y a un panel de solutions à mettre en œuvre. En revanche, rester vraiment sur une approche trop simpliste et politiquement correcte, parce qu'effectivement, on parle
À un moment donné, on s'adresse à nos administrés, donc c'est plus simple peut-être. Mais ensuite... Oui, mais Élodie, il y a clairement une motivation politique, bien évidemment. Mais Voilà, il y a des motivations. Ce que je disais tout à l'heure, c'était de l'intimidation. L'intimidation de certains groupuscules. Voilà. Mais malgré tout, pour rejoindre Élodie, les locations de meublés aux Pays-Bas, c'est 16 000 logements. Il y en a un tiers qui sont des résidences principales et un gros tiers de plus qui sont des résidences secondaires occupées par leurs propriétaires. Bon, on ne va pas dire, mais vous partez, vous vendez votre bien, et puis de toute manière, ils ne pourront pas être achetés, comme vient de le dire Élodie. Donc aujourd'hui, on est en train de parler de 3-4 000 logements qui pourraient revenir sur le marché. 3-4 000 logements. Ça ne solutionnera pas le problème. Vous avez un flux migratoire aux Pays-Bas de 3 000 personnes par an. D'accord ? Donc, allez, on logerait 1 année et demie à peu près de personnes grâce à ça. Mais on ne pourrait plus rien faire. On va arrêter la résidence la location de vacances. Donc, ça va scléroser, je dirais. Ça va supprimer l'économie locale. Nous, on l'a quantifié à 7 000 emplois. 1 000 emplois directs. Et je dirais, ça fait à peu près 500 millions, à peu près un demi-milliard de moins dans l'économie locale, ce qui correspond grosso modo à 7 000 emplois si on dit que la production est de à peu près 50 000 euros par personne. Alors, si on fait table rase des calculs politiques, qu'est-ce qu'il faudrait? C'est ça, j'aimerais, parce qu'on ne fait pas, quand on est agent immobilier, que des constats négatifs. On a aussi des idées, elles ont été proposées. Les syndicats ont proposé le statut du bailleur privé, l'amortissement fiscal, la réduction de la TVA. Qu'est-ce qu'il faudrait faire selon vous pour... Est-ce que vous dites, il faudrait que la maire de Biarritz ou le maire de Bayonne bâtissent plus, mieux, quand on est dans une rareté foncière? C'est quoi la solution? Alors, il y a plusieurs solutions. Je ne crois pas qu'il y ait qu'une seule solution. Mais oui, déjà, donc, bâtir plus, ça c'est clair. Aujourd'hui, il n'y a plus un permis de construire, ou il y en a beaucoup moins. La quantité de logements sociaux qui est demandée à un promoteur fait que tout bilan prévisionnel ne permet pas de monter une opération. Donc on va le voir dans 2 ans, on n'aura plus une seule opération sur le marché. Et ensuite, je disais, au niveau de la réglementation, donc comme disait Élodie, il faut réglementer. On a proposé pas mal de solutions, justement. La première chose, moi, je pense qu'il faut inverser, je ne dis pas équilibrer, inverser la fiscalité entre la location vide et le meublé. Ça, c'est clair. Essentiel. Vous pouvez. Il faut... Ne vous gênez pas. Il faut l'inverser parce qu'il faut inciter un propriétaire bailleur. Donnez-nous un exemple concret pour ceux qui nous écoutent. Une location meublée, vous avez jusqu'à 71% d'abattement fiscal sur vos revenus. Et puis ensuite, vous pouvez disposer de votre logement quand vous voulez. Vous n'avez pas d'impayé, votre locataire il s'en va toutes les semaines, etc. C'est le renforcement du statut du bailleur privé. Exactement. Et à un moment donné, c'est vraiment lui donner... Je pense que si on ne l'adosse pas à un dispositif fiscal qui le motive, soyons clairs, mais qui Daniel, le motive à louer à l'année... Mais c'est de l'inéquité fiscale, parce que finalement, il y a le propriétaire bailleur classique, il est moins bien privilégié que le bailleur saisonnier. Moi, j'étais personnellement propriétaire de pas mal de logements d'habitation. J'étais fatigué d'être lourdement fiscalisé, de n'être pas sûr de ne pas pouvoir récupérer mon logement, de ne pas être payé. Bon, bref, allez, on passe à autre chose. On passe sur de l'immobilier professionnel ou du meublé, etc. Sinon, c'est pas... Non, en fait, c'est sans appel. Meilleur taux de rentabilité, taux de volatilité extrêmement bien maîtrisé. Mais justement, il faut changer ce paradigme et peut-être qu'il faudrait aller au-delà d'une nouvelle niche fiscale parce qu'il n'y a pas de lisibilité non plus pour un bailleur. Donc, à un moment donné, peut-être que le système de l'amortissement... qui serait de droit commun, ça lui permettrait... Personne physique et morale. Tout à fait. Ça lui permettrait d'avoir cette lisibilité parce qu'on a toujours cette problématique pour tous les investisseurs de se dire oui, aujourd'hui j'ai cette carotte fiscale, après demain je l'aurai peut-être pas. Donc il faut appuyer ça, puis ensuite il faut aider à construire. Donc il faut peut-être cartographier à un moment donné les zones interstitielles, les fameuses dents creuses, peut-être rebâtir la ville. Lionel, moi je rejoins mes collègues. Le souci de l'immobilier, c'est que c'est tellement facile de pointer du doigt une profession, pointer du doigt des gens. Donc en gros, les méchants, c'est les agents immobiliers, les méchants, c'est les propriétaires. Aujourd'hui, on a une problématique, c'est que, pour la petite histoire, ils avaient mis un règlement en place en 2020 qui n'a été soumis à aucun contrôle, aucune analyse, et qui n'était qu'applicable aux personnes physiques. Il faut
faut savoir quand même, si vous avez envie d'avoir plusieurs biens et d'optimiser votre fiscalité, souvent vous créez une société. Donc peut-être que ceux qui avaient 10 biens, ils avaient peut-être une société derrière, et on n'a pas voulu les attaquer en 2020. Je ne connais pas la raison, peut-être qu'ils n'avaient pas les ressources d'avocats derrière pour trouver la solution, mais ce n'est pas le souci. Aujourd'hui, on n'a pas d'état de l'art du patrimoine public qui est officiel en disant tiens, on va faire ça, ça, ça. Vous avez un squat aujourd'hui à Bayonne, des jeunes qui sont allés squatter une habitation qui est immense avec plein de logements qui appartient à la ville de Bayonne. Et c'est la ville de Bayonne qui vous dit vous n'avez pas le droit de faire la location saisonnière. Aujourd'hui, vous avez des logements vides. En fait, on ne contacte pas les gens qui ont des logements vides. Vous avez l'info, vous demandez à un notaire, vous donnez un géomètre, il a le nom du propriétaire. Et donc, on pourrait faire de la pédagogie. Moi, j'ai des gens, ils me disent mais je ne veux pas mettre en location Monsieur Laizola, j'ai trop peur de l'impayer, il y a des squatteurs, ils vont tout me casser. Ah bien sûr. Et là, quand je dis, pourquoi il n'y a pas de système? Ah si, il y en a un, il y a la Visale. Jusqu'à 30 ans, on protège les gens. Moi, j'ai une dame de 42 ans. Parce que l'immobilier, c'est pas que des chiffres, c'est la vie des gens. Moi, j'ai des gens, une dame qui m'a appelé, parce que voilà, moi, je suis du coin, je connais du monde et je peux rendre des services. Et j'en rends. J'ai une dame de 42 ans qui se sépare de son homme. Déjà, c'est dur parce que c'était une surprise. Elle a une fille de 3 ans. Elle cherche un logement en Anglette, en T3, à environ 700 € par mois. C'est très dur à trouver. Cette dame-là, elle n'a pas droit aux aides pour assurer une garantie. Vous avez la garantie Visale jusqu'à 30 ans, la garantie loyer impayé, ce qu'on appelle vulgairement les GALI. Mais aujourd'hui, une GALI, c'est tellement contraignant qu'elle ne rentre pas dans le cadre. Elle est auto-entrepreneuse depuis 2 ans, ça marche super bien. Donc on a d'autres solutions, mais les propriétaires, ils ne sont pas rassurés. Donc aujourd'hui, on ne met pas les choses en place pédagogiques, on ne met pas les choses en place au niveau des moyens, au niveau des propriétaires pour les rassurer et pour leur permettre de louer. Ils veulent louer. Je crois qu'ils ont envie d'avoir la voisine qui s'appelle Janine et qui l'appelle tous les mercredis parce que le voisin, il a fait la soirée, qu'ils avaient 22 ans et qu'ils ont mis le bruit dans la résidence. C'est pas hyper agréable non plus. Il y a des gens qui aiment ça, il y en a qui n'aiment pas ça, mais ils ne louent pas à l'année parce qu'ils ont peur. Daniel? Non, moi je voulais rajouter que sur la location meublée, j'agis sur tout le territoire national parce que je gère une plateforme également qui abrite pas mal de confrères immobiliers. Et on s'est positionné, on crée une filière de professionnels sur le sujet où on dit oui, il y en a certains qui abusent, qui ont 10 logements, etc., qui pourraient peut-être les louer à l'année, etc., les faire revenir à l'année, comme on disait, le statut dont on parlait, mais également donc pour justement, je dirais que la profession puisse, je dirais, se spécialiser dans cette activité. On se disait que peut-être proposer une sorte comme, alors je vais faire une comparaison avec les VTC. Où je dis qu'un VTC, il faut d'abord un conducteur, et ce conducteur, il lui faut un permis de conduire, et il faut une voiture en bon état. Donc pourquoi pas avoir un permis de louer, et pourquoi pas avoir un contrôle technique, alors poussé ou pas poussé, pour de la location de vacances, qui permettrait justement de professionnaliser un petit peu cette activité, de dissuader beaucoup de particuliers qui le font un petit peu trop à la hâte. Alors je dis qu'il y en a certains qui le font très très bien quand même, parce qu'ils ne gèrent qu'un seul bien, etc. Mais malgré tout, essayer de professionnaliser sans aller sur de la norme comme de l'hôtel, etc. Parce que les hôteliers seraient ravis. Mais malgré tout, si on supprimait la location de vacances au Pays Basque, ça serait quand même 50% des lits qui seraient supprimés. Ce serait énorme. On a vu effectivement que l'avantage fiscal, c'est pas tant l'avantage que le statut fiscal en lui-même. D'ailleurs, il a été calculé. On a calculé effectivement la conversion en fait, du statut du bailleur privé avec personne physique ou personne morale. Je prends juste un exemple, vous le connaissez bien parce que vous êtes diplômé notaire. C'est qu'une société civile soumise à l'IS ou soumise à l'IR n'aurait pas finalement les mêmes aspérités fiscales, ce qui est quand même une mesure d'inéquité. Il faut savoir qu'en droit français, l'inéquité fiscale, c'est anticonstitutionnel, c'est juste pas possible. Donc la sanctuarisation me paraît être effectivement une bonne solution. Vous avez évoqué cet élément-là. Est-ce qu'on peut dire aussi que la formation, la qualité de l'expertise, du conseil et de l'accompagnement peut-il être aussi déterminant? Accompagnement des clients, vous voulez dire? Oui, oui. Donc, le professionnel de l'immobilier, aujourd'hui, est-ce qu'on ne lui demande pas, dans les injonctions normatives, etc., de devenir une espèce d'auxiliaire du droit, d'auxiliaire technique, d'auxiliaire presque social? Est-ce que finalement, on ne cumule pas? C'est ce qui fait la beauté de notre métier aussi, c'est d'être à un moment donné, il faut qu'on puisse être ces véritables tiers de confiance dont
on parle souvent, et je crois qu'effectivement, on est là pour équilibrer. On n'est pas que des ouvreurs de portes, on rédige justement, je tiens beaucoup. Surtout pas, on est là pour apporter un conseil, pour justement accompagner nos acquéreurs, équilibrer les desiderata des uns et des autres, et surtout assurer la sécurité juridique. Donc je pense que effectivement, l'agent immobilier, il est ce tiers de confiance, il est ce lien, mais par contre, il ne doit pas être stigmatisé. Et c'est vraiment ce qui est regrettable aujourd'hui, puisque c'était peut-être, et c'est ce qui se passe avec les agences ici, je tiens quand même à le dire, on a beaucoup d'agences maintenant qui ont peur, vous l'avez évoqué tout à l'heure, les tags, les menaces, des relents identitaires qui montent. Et je crois que, justement, rappeler que nous avons un rôle social, c'est très important, et que c'est pour ça qu'on fait le plus beau métier du monde. Oui, rôle social, d'ailleurs, qui est très souvent rappelé par un éditorialiste extrêmement connu, qui est sur tous les plateaux et toutes les conférences, qui d'ailleurs nous fait le plaisir d'être dans le public, c'est Henri Buzicazo, qui ne cesse effectivement de le rappeler. S'il nous écoute, on lui dit bonsoir Henri. Dernier sujet, on approche de la fin de la première table ronde, sur la loi ZAN. ZAN, ça vous dit quelque chose, la loi ZAN, dans le public? C'est compliqué. Alors, c'est pas des ans. Zéro artificialisation. Zéro artificialisation nette. Voilà, pourquoi faire simple? Alors, la loi ZAN, c'est très simple, c'est une façon de vouloir, dans l'idée de la circulaire, repenser la ville. Et souvent, dans le zéro artificialisation nette, on retient que le zéro. En fait, non. Dans la ZAN, c'est pas zéro construction. C'est finalement une réduction dans le PLU du volume à bâtir par rapport à la renaturation, au verdissement. Je pense qu'on est tous d'accord qu'on ne veut pas que la planète prenne 2 degrés de plus. On est tous d'accord qu'on veut du vert, qu'on veut être dans le développement durable. Question à vous, Élodie. Comment on la repense à l'instar, finalement, de cette injonction normative, la loi ZAN, quand on sait qu'aujourd'hui, on a à peu près le même nombre d'autorisations d'urbanisme qu'on avait en 1982. Vous savez combien il y avait d'habitants en 1982? Il y en avait 57 millions. Il y a quasiment 20 millions de plus aujourd'hui, avec le même nombre d'autorisations. Tenez-vous bien, le même nombre d'instructions. C'est juste pas possible. On dit qu'il faut 1 million de logements construits nouveaux chaque année. On n'a jamais atteint cet objectif. Bref, si on veut créer véritablement une bombe sociale ou un mouvement massif, on s'y prendrait pas mieux. Alors justement, qu'est-ce que, pour vous, comment vous l'interprétez et comment on peut s'adapter? Il faudrait peut-être simplifier ce millefeuille, peut-être mieux former aussi, puisqu'on est sur des premiers édiles, des élus locaux qui aujourd'hui vont avoir, et on le voit dans le projet de loi justement que j'évoquais tout à l'heure, qui est transpartisan, qui veut essayer de trouver des solutions justement aux problématiques en zone de villégiature. On a vraiment besoin aujourd'hui d'aller vers une simplification et une formation aussi de nos élus. C'est-à-dire que c'est très compliqué quand on est maire de maîtriser aussi tous les rudiments du plan local d'urbanisme. Et le problème, c'est qu'on n'a peut-être pas eu suffisamment de vision prospective. 30 ans, c'est rien c'est demain, en fait, quand on pense, justement, quand on veut réinventer la ville. Donc moi, je pense qu'il faudrait, je disais tout à l'heure, sans doute cartographier toutes ces zones interstitielles pour réfléchir sur l'organisation de nos villes. Il faudrait, je sais bien que ce n'est pas la tendance actuelle, mais essayer de lutter contre une forme de rétention foncière qui se met en œuvre. Peut-être, alors ça je l'appelle de mes voeux, mais je sais que je suis rêveuse, c'est pas grave, mais inverser peut-être la fiscalité des plus-values des terrains à bâtir, puisque finalement aujourd'hui, plus on attend, mieux c'est. Encourager. Voilà, et peut-être encourager à vendre les propriétaires fonciers. Pour faire plus simple pour ceux qui nous écoutent, plus vous détenez du foncier longtemps, moins ça vous êtes imposé à la fin. Sur le plan fiscal. Donc l'idée, ça serait d'inverser cette tendance, c'est-à-dire moins vous allez le détenir, et puis effectivement, plus vous serez avantagé, ce qui mettrait du foncier sur le marché. Qui remettrait du foncier sur le marché, et puis après, c'est peut-être surélever les bâtiments, mais là encore, il faudra que les agents immobiliers que nous sommes et tous les professionnels de l'immobilier fassent preuve vraiment de pédagogie. Ce sera
Ce sera la maïeutique, parce que quand on a une vue mer et qu'on nous explique que le bâtiment devant va prendre 2 étages, on est un petit peu moins content. Mais on est plus nombreux, il faut se loger, c'est le bien commun. Et on a, nous, vraiment un rôle d'accompagnant dans toutes ces démarches qu'il va falloir mettre en place. Enfin, peut-être mettre en place des observatoires, parce que les besoins singuliers du ici, au Pays Basque, peuvent se retrouver un peu au Sgor, mais pas du tout à Mont-de-Marsan, pas du tout. Ça va pas être les mêmes. Je veux dire, donc peut-être cartographier ça de manière plus pertinente, justement pour accompagner derrière les élus et faire les bons choix. Et nous mettre autour de la table quand ils font ce genre de choix. Merci beaucoup. Il est l'heure, effectivement, de nous quitter. C'est la fin de cette table ronde. Mais je voudrais que vous fassiez un petit mot de conclusion. Et je vous propose un petit jeu, juste pour terminer, pour cette première partie. Je vais vous demander de faire quelques mots de conclusion et de choisir un adjectif qui illustrerait le propos que vous avez spontanément. Voilà, un mot qui vous viendrait à l'esprit. Je vais commencer par vous, Daniel. Un adjectif. Voilà. Bref, alors c'est pas un adjectif, mais c'est... un mot qui c'est très préoccupant. Pardon? Très préoccupant. Préoccupant. Lionel. Alors moi, j'aurais un mot qui est un petit peu différent, c'est ensemble. Pardon, voilà. C'est ensemble, hein? Oui. Merci. Élodie? Moi, c'est confiance. Si l'on veut avoir confiance, il faut pouvoir face à des sujets préoccupants, rétablir la confiance et toujours rester ensemble. Ce sera la fin de cette première table ronde. Merci à vous trois. Nous allons passer à la deuxième partie de notre plateau pour compléter les informations. On espère que ça vous a plu. En tout cas, bien évidemment, tous ces contenus sont toujours accessibles sur les plateformes qui vont bien. On se retrouve dans quelques instants. Bien ici, bien chez vous, le grand débat. Et voilà, nous sommes de retour sur le plateau. Comment ça va le public? Toujours dans la salle? On vous entend. Bravo, bravo. Merci. Écoutez, vous qui nous écoutez de l'autre côté et qui je vous incite à venir nous rencontrer, bien évidemment. Et en tout cas, merci à tous les agents immobiliers ici présents et au public pour cette émission. On a vu effectivement une première partie qui était très intéressante sur justement les problématiques que l'on a évaluées avec les prix que nous avons indiqués et les tensions du marché. Je vais demander au public juste de faire un tout petit peu de silence pour qu'on puisse bien s'entendre. Merci. Pour accueillir sur ce deuxième partie de plateau, j'ai le plaisir d'accueillir Vincent Poulou. Bonjour Vincent. Bonjour. Agence ERA Saint-Jean-de-Luz, mais également vous êtes le président de l'AFNAIM de la région Aquitaine. Merci d'être avec nous. Merci à vous de m'inviter. Philippe Thomine Desmazures, vous êtes le directeur de Barnes Pays Basque. Merci d'être avec nous. C'est un plaisir. Alors, vous avez une particularité, c'est que vous êtes sur l'immobilier de prestige, l'immobilier de luxe. Vous nous en parlerez tout à l'heure. C'est important que vous soyez avec nous. Vous avez 3 agences, Biarritz, Saint-Jean-de-Luz et Osgore. C'est bien ça? Oui, et sur le Pays Basque Nord, oui. Merci en tout cas d'être avec nous. Un grand monsieur de l'immobilier sur notre plateau, quelqu'un qui a montré par sa ténacité qu'on peut construire à partir de rien, même le rien pour démarrer, il ne l'avait pas. Et il a aujourd'hui un cabinet qui représente plus de 180 copropriétés, plus de 6000 lots depuis 1988. C'est André Lacabe qui est avec nous. Bonjour André. Bonjour. Merci. Bonjour à tous. On peut l'applaudir André. Alors, j'ai intérêt à être bon. Hein, alors, André, voilà, là, vous avez la cote. Hein. Merci en tout cas d'être avec nous, messieurs, et toujours accompagné, bien évidemment, de Sébastien Sabalette. Merci d'être avec nous, Sébastien. Avant de vous donner la parole, messieurs, je voudrais qu'on fasse un point avec vous, Sébastien, sur le marché de la tension locative, qui est aujourd'hui une réelle difficulté. On en a parlé dans la première partie de l'émission, mais vous avez des données, des chiffres à nous communiquer. Effectivement, on a parlé tout à l'heure du marché de la transaction. Donc, on va faire un focus aussi maintenant sur le marché locatif. Mais là, le constat est simple. C'est encore pire. Voilà. En tout cas, ce sont les données qui sortent de bien ici. Alors, c'est encore pire. Je vais expliquer pourquoi.
Il y a un chiffre au niveau national, si on regarde sur Bien Ici, sur 100% de l'offre, on a 80% de l'offre qui est dédiée à la transaction et 20% à la location. On resserre un petit peu le zoom, on arrive sur le Pays Basque, on est aux alentours des 6%. On resserre encore le zoom, Biarritz, on est actuellement à 3% de biens à la vente, 97% de transactions. Donc pour ainsi dire, l'un de nos intervenants tout à l'heure disait, mais un primo-accédant aujourd'hui quasiment ne peut pas acheter de l'immobilier. Donc quelqu'un qui est dans une location, mais aujourd'hui fait bouchon, il ne va plus sur le marché de l'achat, donc il reste dans son logement. Et donc mécaniquement, aujourd'hui, sur des sites comme le nôtre Bien Ici, on ne retrouve pas ces biens à la location, ni chez nos agences évidemment adhérentes. Donc l'offre diminue, mais vous imaginez bien, pas la demande, la région reste attractive, la demande est extrêmement forte sur le site Bien Ici, mais très peu trouvent en tout cas leur bonheur sur notre site. Vous imaginez bien, 3% d'offres locatives, c'est vraiment peau de chagrin. Et on se rend compte que chaque année, en tout cas, et ça c'est le cas depuis 4 ans, le stock continue de baisser. Donc, quel constat? On en a parlé en première partie. Il y aura en tout cas, on a beaucoup de questions. Il va falloir trouver à un moment des solutions pour les générations futures. C'est très clair. Merci beaucoup, Sébastien, pour justement cette approche de la location. On n'a pas parlé des copropriétés. On va commencer par vous, André, si vous voulez bien. Comment ça se passe en ce moment au niveau des copropriétés? Parce que non seulement il a fallu annoncer aux copropriétaires une augmentation des charges sans précédent, dû à l'explosion des coûts de l'énergie, ça n'a échappé à personne, mais désormais, ces mêmes propriétaires font face à l'avalanche, on peut même dire une avalanche réglementaire et normative, diagnostic de performance énergétique, plan pluriannuel de travaux, audit énergétique, contrôle technique. Bref, je me demande si ça ne rend pas les copropriétaires un peu schizophrènes en ce moment, André. Effectivement. Alors avant de parler de ça, je voudrais juste faire un aparté par rapport à ce qui s'est dit tout à l'heure sur la table ronde précédente et qui concerne M. Etchegaray, qui refuse de vous recevoir. Et je voudrais dire quand même il aimerait, mais le logement, il se dit que c'est un peu chaud. Voilà. Je voudrais dire quand même qu'il dit que c'est chaud, mais pour défiler avec les mouvements identitaires dans la rue, il ne trouve pas que c'est chaud. Mais bon, je trouve que c'est très désagréable de voir le maire de Bayonne défiler avec ses mouvements identitaires. Il ferait mieux d'être un peu à nos côtés pour trouver les solutions techniques appropriées. C'était un aparté. Il fallait le dire. Donc, effectivement, la crise énergétique est là, évidemment, mais il n'y a pas que la crise énergétique, il y a aussi la crise sociale, évidemment, qui est là en même temps. Et puis, on peut dire qu'il y a, vous l'avez dit tout à l'heure, une crise du logement qui est profonde aujourd'hui, et on ne sait pas jusqu'où elle va aller. Et dans ce périmètre, qui est celui aussi des copropriétés, qui m'intéresse le plus, évidemment, la difficulté est majeure aujourd'hui. Elle est majeure pour nous, les professionnels, syndics de copropriété, parce qu'on nous a pondu un certain nombre de textes. C'est parti par le plan pluriannuel de travaux, l'audit, le DPE, le diagnostic de performance énergétique, l'audit énergétique, etc. Tous ces textes qui sont apparus, qui nous sont imposés dans des délais qui sont insoutenables. Donc c'est la première chose quand même qu'il faut se dire, c'est qu'on ne va pas pouvoir, nous les professionnels, amener nos copropriétés dans ces délais impartis à réaliser les travaux qui seront à réaliser sur ces copropriétés. Alors, en plus de ça, si vous voulez, on a dans cette région une difficulté majeure, c'est qu'on a dans nos copropriétés des copropriétaires qui sont effectivement soit des copropriétaires habitant à l'année en résidence principale, soit dans le même immeuble des copropriétaires investisseurs locatifs, soit des résidences secondaires, et effectivement, les intérêts de ces gens-là ne sont pas les mêmes, et nous devons, nous, argumenter et faire avancer ces trois groupes en même temps pour arriver à aller vers la rénovation énergétique. Le législateur, il s'est rappelé qu'en France, il y avait des syndics de copropriété, tout d'un coup, parce qu'il nous avait oubliés, ou alors quand il parlait de nous, quand il parle de nous en règle générale, c'est pour dire qu'on n'est pas bon et qu'on ne fait pas bien notre boulot, pour ne pas dire que nous sommes des voyous dans ces métiers-là. Et là, tout d'un coup, on nous découvre et on vient nous dire, eh bien, messieurs les syndics, on compte sur vous, il faut que vous soyez les promoteurs de la rénovation énergétique. Alors nous, on veut être les promoteurs de la rénovation énergétique, il n'y a pas de problème sur le sujet,
Sauf qu'il faut aussi que nos missions soient bien planifiées, que nos formations soient faites, qu'on ait le temps de les faire, et puis que nos contrats de syndic soient adaptés à tout ça, parce qu'évidemment, on parle du travail, des missions, mais surtout pas de ce qui va se passer dans nos cabinets. Donc, être les promoteurs, oui, on est prêt, on va aller de l'avant, il n'y a pas de problème particulier, mais il faut que tout ça soit accompagné de décisions qui nous permettent de subvenir à nos cabinets, parce que je crois qu'aujourd'hui, les syndics de côté, les cabinets de syndics de côté sont une profession en danger réel. Je le dis parce que je le pèse depuis un moment. Et voilà. Alors, il y a des dispositifs qui ont été créés, effectivement, avec MaPrimeRénov', et les C2E, des dispositifs qui permettent de financer. Moi, j'aimerais vous poser la question, vous savez, sur la tenue des AG. Comment on fait pour tenir les AG avec moins de 50% des locataires présents? Des copropriétaires. Pardon, des copropriétaires présents. Alors, la loi a évolué en ce sens que les conditions de majorité ont diminué, donc on peut quand même tenir des assemblées générales avec des décisions qui sont prises à la majorité simple aujourd'hui sur la rénovation énergétique. Donc, ça peut se faire. Ceci dit, les enjeux financiers sont tels dans cette formule-là que de faire décider des travaux extrêmement importants par une minorité de copropriétaires, effectivement, ça devient un peu chaud. Donc, on peut les faire. Il n'y a pas de souci sur le principe, mais... Vous avez un exemple? Un exemple à quel niveau de financement? Un exemple que vous avez justement avec des travaux que vous avez votés avec une majorité, on va dire, relative ou simple. Aujourd'hui, on n'a pas encore voté de travaux. Alors, on a voté les travaux de rénovation énergétique qui étaient des travaux aidés, si vous voulez, ceux qui étaient à l'euro zéro. Ceux-là, on les a tous faits. Les isolations des coms, etc., les surfaces de plancher, ça a été fait. Les votes ont été vite réalisés, il n'y a pas de problème. Là, aujourd'hui, on est dans l'analyse et dans l'étude, dans la préparation des dossiers, qui sont des dossiers extrêmement lourds à porter. Je sors à l'instant, et c'est pour ça que j'étais en retard, d'une réunion qui n'était pas une assemblée générale, qui était une pré-assemblée générale pour expliquer avant l'assemblée générale toute la tenue technique et financière d'un gros dossier sur 120 logements, avec les aides qui pourraient aller avec ou qui pourraient ne pas aller avec. Donc, vous voyez, nous, il faut qu'on s'investisse. Et avant ça, on a eu 7-8 réunions de conseillers syndicaux, X rendez-vous sur site avec les uns et les autres pour étudier, pour analyser la situation. Et avant l'Assemblée générale, une fois qu'on a même envoyé nos convocations, tout est parti, avec quand même des projets de résolution qu'on doit rédiger de manière très précise, sans avoir eu l'expérience des choses sur le sujet, donc il faut beaucoup y réfléchir. Mais préalablement à l'Assemblée générale, il est recommandé, fortement recommandé, de faire une pré-réunion pour déjà répondre à un maximum de questions pour arriver au jour de l'Assemblée générale à la décision, en fait, ça si elle peut arriver. Ça permet de désamorcer, bien évidemment, le sujet. Voilà. Vincent Poulou, vous êtes le président de l'AIM Aquitaine, une grande région, avec Saint-Jean-de-Luz. On va revenir, si vous voulez bien, sur les tensions du marché locatif. Vous dites tous les 2 ans, c'est l'équivalent d'une ville comme Cibourg, 3000 habitants qui arrivent. Et en fait, vous faites un constat, j'allais dire, qui est d'un bon sens évident. C'est comment on fait face. On en a parlé dans la première partie avec Daniel Ribaren et les personnes du plateau. Comment on fait face avec cette arrivée massive de nouveaux arrivants? Alors, pouvoir d'achat, bien évidemment, qui peut modifier aussi la structure du paysage avec ces nouveaux arrivants, qui ont des revenus peut-être plus élevés par rapport au CSP moyenne du territoire. Tout ça inquiète, interpelle. Comment, quand on est aujourd'hui à la tête du premier syndicat de France, on l'interprète? Alors on l'interprète avec prudence sur l'interprétation, avec inquiétude parfois, et on essaye d'imaginer l'avenir. Alors ce qui n'a pas été fait malheureusement. Aujourd'hui on paye un manque d'anticipation évident sur la politique de logement et sur la côte basque. On a une forte attractivité. 3000 personnes viennent vivre ici tous les ans en plus. Ce sont des habitants. Ils ne viennent pas en vacances, ils viennent vivre. Vous l'avez dit, c'est tous les 2 ans une ville comme Cibourg, qui est une des grosses villes de la côte. Si on fait un peu de la prospective de comptoir, dans 30 ans, c'est 100 000 habitants de plus. Et nos élus ont décidé de construire moins. En l'état actuel du territoire, c'est juste pas possible d'intégrer. Ah non, c'est dans l'état du territoire aujourd'hui et dans la mentalité de nos élus actuels, c'est pas possible. On va vers la catastrophe, vers une catastrophe. Alors là, ça explique la tension, on en a parlé avec dans la première partie, la tension qui règne actuellement
au sein du logement. C'est pas, on peut- Bien sûr, parce que ces arrivées de population, eh bien, elles ont ponctionné l'offre locative, parce qu'ils ne sont pas tous acheteurs, ils ne viennent pas tous acheter. Il y a beaucoup de locataires. Donc ils ont ponctionné l'offre locative. De notre Est-ce côté, qu'on peut dire qu'ils ont plus de moyens que ceux qui étaient dans les locaux, objectivement? Objectivement, oui. Oui, les gens qui viennent, ils ont plus de moyens. Ici, les salaires sur la côte sont relativement bas. Les salaires des employés, des ouvriers au Pays Basque est plus bas que... On peut comprendre donc que les locaux soient un peu irrités, on va dire. Oui, ce qui bloque, c'est l'arrivée. On a 45% à peu près sur la côte de résidence secondaire, mais ça depuis 40 ans. Le nombre n'a pas varié. Alors le volume, oui, puisqu'on a construit depuis 40 ans. Mais le pourcentage de résidences secondaires n'a pas changé. Donc les résidences secondaires, 45%, le flux migratoire de 3000 habitants par an, fait qu'il y a une attrition de l'offre locative, les prix qui ont flambé en transaction, les locataires qui restent locataires, qui ne deviennent pas acquéreurs, ça bouchonne, grave. Question. Est-ce que les gens quittent le littoral pour aller à l'intérieur des terres? Si oui, où est-ce qu'ils vont? Dans quelle commune? Alors, au départ, ceux qui reculaient pour aller à l'intérieur des terres, donc sur le BAB, ils vont plutôt vers Hasparren, Cambo. Ceux qui quittaient le littoral, c'était des locaux. Aujourd'hui, dans le flux migratoire, dans les gens qui viennent, même les résidences secondaires, ceux qui cherchent à acquérir une résidence secondaire, ils vont aussi acquérir ces biens à l'intérieur du pays. Ce qui n'était pas le cas avant, on achetait sur la côte. Aujourd'hui, vu les prix de la côte, ceux qui veulent acheter au Pays Basque, ils sont prêts à reculer. Ils sont prêts à reculer. Oui. Alors, la population locale aussi avait déjà reculé. Oui. Après, ça implique aussi des problèmes de circulation, problèmes de voiture, parce que quand on va vivre à 20 km de son lieu de travail, il faut une voiture. Si on a des enfants, il faut deux voitures. Il n'y a pas de transport en commun. Il n'y a pas de transport en commun sur la côte transversale, ni verticale, ni du nord au sud, ni de l'est à l'ouest. Donc le train, type... On oublie. Oui. On oublie, c'est la voiture. La voiture. Voiture individuelle, oui. Sans voiture. Et sur des infrastructures moi, j'ai 55 ans, les infrastructures routières sont les mêmes depuis 55 ans. Donc, il y a une route créée, il n'y a rien. À l'heure où on pense la ville... Il y a 50 ans, l'autoroute. Sans voiture, on se dit qu'effectivement, il y a une difficulté. On a vu que, effectivement, la pensée du territoire, elle est importante, mais ce qui est paradoxal, c'est que dans ce que vous dites, on a un recul des populations sur les territoires intérieurs, et pourtant la structure de promotion immobilière, quand on a analysé le marché, non seulement elle s'est réduite, mais il y a carrément des élus qui nous ont dit qu'ils ne signeraient pas, jusqu'aux prochaines élections, le moindre permis de construire. Ça aussi, vous le remarquez? Ah oui, non, mais c'est pas qu'il... Oui, il n'y a pas des élus. La communauté de communes du Pays Basque a décidé de moins construire. C'est-à-dire, il y a un flux... moi, j'ai assisté à une réunion, c'est la décision. On va moins construire. On accueille de plus en plus de monde. On fait la promotion du Pays Basque et de la Côte Basque parce que nos élus, il y a des structures publiques de promotion du Pays Basque. Il existe des gens qui sont payés par les collectivités territoriales pour faire la promotion du Pays Basque en permanence. Donc, on fait la promotion du Pays Basque, on fait venir les gens chez nous, et d'un autre côté, on dit, non, on va construire moins. Alors après, avec des idées comme ça et des politiques pareilles, je ne sais pas comment on va régler le problème du logement. C'est très clair. Alors, autre sujet sur une autre catégorie de clientèle qui peut-être ferait rêver n'importe qui, si je peux dire les choses comme ça. En tout cas, quand on analyse votre marché, Philippe Tominé-Mazur, patron de Barnes Pays Basque, on ne peut pas dire que vous connaissez la crise, parce que votre marché, il s'est jamais aussi bien porté. Ah, c'est clair que... Vous confirmez ou... Je confirme complètement. Depuis 10 ans, le marché est vraiment hyper incroyable. actif. Voilà. Il a été très calme entre 2007-2008 et 2012. Lehman Brothers, François Fillon qui fait la fiscalité sur la résidence secondaire, passant de 15 ans à 30 ans pour ne plus être fiscalisé sur la plus-value. François Hollande qui avait fait un peu peur à la clientèle la plus aisée. Donc il y a eu 4 années un peu compliquées. Et depuis 10 ans, le marché du haut de gamme se porte très bien. Et même depuis un an ou deux, où j'entends et je constate que le marché est compliqué ou se complique sur des marchés... Le taux d'intérêt, c'est pas un sujet pour vos clients?
Pas vraiment. Alors justement, alors autre chose. Je voudrais aussi que vous nous rappeliez, et je vais vous demander 2 choses. Je voudrais que vous me rappeliez dans la façon de travailler, qu'est-ce que l'immobilier de prestige et l'immobilier de luxe. Je voudrais qu'il y ait bien une différence dans la typologie et la typologie de vos clients. Mais qui achète à ces prix-là aujourd'hui? C'est qui comme type de client? Ils sont français, ils sont étrangers, comment? Voilà. Alors la définition du luxe, elle est propre à chacun, mais pour moi, c'est du caractère et un emplacement. Donc si on arrive à accumuler un bien de caractère et un emplacement recherché, on est vraiment dans l'ultra luxe. Si on a un emplacement moyen mais une belle architecture, on va quand même s'y intéresser. Ça parle de grand luxe, mais ça sera quand même des biens de caractère qui intéressent Barnes. On peut donner par exemple un ordre de prix, un bien de caractère, dans l'ordre? Ça dépend de là où il est situé. En moyenne. Une belle maison, Donnez-nous un exemple. Belle maison à Espelette peut être à 1 million d'euros. Ce qui n'est pas énormément d'argent pour du luxe, mais qui est beaucoup d'argent pour Espelette. Ah oui. Mais la même maison à Guétari va valoir 5 ou 6 millions d'euros. Espelette, c'est là où on fait le piment. Ouais, c'est complètement. Bien vu. Je connais pas bien la région. Mais alors, 1 million, c'est significatif. Ça peut monter. La même maison qu'on trouverait à 1 million d'euros. Hyper placé. Voilà, la même maison qu'on trouverait à Espelette à 1 million d'euros, on la trouve à Guétari sans forcément être sur une vue mer. Premier en vue mer serait à 5 ou 6 millions d'euros. Mais qui achète? Alors, justement, on a une clientèle de résidences secondaires qui va faire une réallocation d'un bien, d'un chalet à Megève, qui vont vendre pour acheter une maison sur la côte basque. Ça va être des citadins qui changent aussi parfois parmi les 3000 personnes dont nous parlions. Oui, il y a des personnes qui changent de vie et qui arrivent, qui sont dans la tech, qui sont dans les nouvelles technologies et peuvent travailler de la côte basque. Donc, c'est pas une clientèle de résidence secondaire. Ils viennent avec beaucoup de moyens et ils s'installent ici. Est-ce qu'on peut avoir une répartition, on va dire, entre ceux qui sont européens, étrangers, français? Ça reste quand même très français. Ouais. On a des pourcentages? Pour moi, c'est 80% de Français. 80% de Français? Oui, d'accord. Okay. Et le reste, c'est quoi? Et le reste, des Suisses, des Belges? Des Suisses, des Belges, quelques Américains qui reviennent avec le taux de Ils reviennent, d'accord. Mais les Allemands commencent à venir aussi. Sur le plan du luxe, alors c'est effectivement justement si on veut vendre par exemple son chalet à Gstaad, on peut venir s'installer dans le coin. La question c'est qu'est-ce que le Covid par rapport à votre marché a changé quelque chose ou pas? Oui, alors ça a changé la perception de la résidence secondaire qui pouvait être louée et qui aujourd'hui finalement c'est plus le luxe, c'est plus louer un emplacement et changer chaque année. Le luxe c'est aussi avoir sa base et être sûr de pouvoir y aller. Beaucoup de personnes qui sont restées coincées dans leur résidence principale et n'ont pas pu louer il y a 3 ans. Donc c'est le premier luxe. Le luxe aussi c'est peut-être de changer sa résidence principale. Et ça a développé le télétravail à distance. Et donc il y a vraiment, sur la résidence secondaire, plutôt que de louer une fortune, c'est acheter des biens à une fortune, ou alors déménager sa famille et s'installer ici. Bien sûr. On va rester un peu sur l'idée du rêve, puisque je sais qu'avec notre producteur Fabrice Coustet, il vous a posé la question du bien qui fait rêver. Ouais. Est-ce que vous l'avez déjà en tête? J'en ai quelques-uns. Ouais. Alors, c'est la capsule. Bien ici, bien chez vous, ça fait rêver tout de suite après ça. Bien ici, bien chez vous, ça fait rêver. J'ai visité une maison tout à l'heure à Guétari, qui est une maison des années 20, qui a un beau jardin, qui est très proche du centre, une vue mer seulement du premier étage et du deuxième, et qui a vraiment une maison de famille. Donc c'est pas le luxe clinquant, c'est des belles architectures, le charme des années 20, le coup de cœur assuré. des vieilles familles et le coup de charme immédiat. Combien? Là, c'est une maison qui est présentée à 4,7 millions. D'accord, je peux vous faire un chèque 4,7 millions, c'est rien, etc. Justement, on se disait avec Henri qu'on allait acheter une maison à 4,7 millions. On va peut-être la visiter, ça serait une bonne idée. Merci en tout cas de nous avoir fait rêver. Avant de se quitter, ce que je vous propose les uns les autres, c'est de faire un petit bilan, une petite conclusion rapide, et puis d'essayer peut-être aussi de finir
sur une note constructive et résolument positive. On va commencer par vous, André Lacabe. Alors, on va être optimiste, vous avez raison, il faut l'être. Je voudrais quand même dire à tous mes confrères ici présents que les syndics de copropriété vont être les partenaires de la rénovation énergétique parce qu'on est obligé de l'être. On ne peut pas faire autrement. Le bien immobilier doit se maintenir, doit s'améliorer, doit prendre sa valeur. Les conditions de vie doivent être meilleures et puis l'échelle des économies est indispensable pour tous les habitants. Ceci dit, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a des difficultés. Les difficultés majeures de la copropriété, c'est que la décision se prend avec du temps et c'est comme un fruit. Il se cueille, elle se cueille. Quand le fruit est mûr, on le cueille. La décision d'assemblée générale, c'est la même chose. Il faut la faire mûrir. Parfois, c'est une assemblée générale, on bute, 2 on bute, et puis la 3e, c'est mûr, ça passe. Donc ça prend du temps. Il faut de la patience, de la pédagogie, beaucoup de pédagogie pour les copropriétaires, parce que là, on a un panel, on parlait tout à l'heure d'artistes, nous les artistes, on les a au quotidien dans nos assemblées générales, vous voyez bien, ils sont là, donc il faut vraiment faire avec, donc beaucoup d'optimistes. Et puis il y a une autre problématique qui j'espère va s'améliorer, ça va être aussi, pour être optimiste, c'est que pour faire des travaux de rénovation énergétique et améliorer le bâti, il faut des entreprises RGE pour qu'on ait accès aux aides. Voilà. Et aujourd'hui, on sait qu'en France, seuls 19% des entreprises sont qualifiées RGE. Donc ça veut dire que déjà, on connaît la difficulté à avoir des entreprises pour faire des travaux d'entretien courants, notamment au Pays Basque. Si en plus on doit les repêcher que celles qui sont RGE, on n'est pas encore au bout de la chaîne. Une vision poétique. Donc, merci André Lacabe. Merci. Restez avec nous, André. Alors, Vincent Poulou. Voilà. Alors, côté agent immobilier, bien sûr, mais avec la casquette du patron de syndicat que vous êtes. Alors, l'avenir, comment je le vois, ou comment on le voit à la fédération, 2023, ça va continuer à être un peu difficile, certainement. Il ne faut pas être grand clair pour voir que d'ici la fin de l'année, il ne va pas y avoir de grandes améliorations. Après, pour l'avenir, ce qu'il faut, c'est que nos politiques arrêtent rapidement d'opposer des populations les unes contre les autres. Il faut qu'ils arrêtent d'opposer les locataires aux bailleurs. Il faut qu'ils arrêtent d'opposer les propriétaires d'habitation principale aux propriétaires de résidences secondaires. Il faut qu'ils arrêtent d'opposer les populations locales aux touristes. Ça, il faut arrêter et arrêter très très vite. Sinon, ça va exploser. Il faut s'asseoir, il faut que les élus nous écoutent et nous entendent, parce qu'ils nous écoutent, hein, ils ne nous entendent pas. Oui. Il faut qu'ils nous écoutent, il faut s'asseoir autour d'une table avec tout le monde, tous les participants. Le logement, c'est un enjeu qui est important, qui est majeur pour toute la population, pour tout le monde. Il n'y a personne qui n'est pas préoccupé par le logement. Ça occupe tout le monde, ça intéresse tout le monde. Donc il faut que tout le monde s'assoie autour de la table. Il faut s'asseoir autour de la table, trouver des solutions. Les solutions miracles, malheureusement, elles n'existent pas. Là, tout de suite, il n'y a pas de solution miracle. Mais il faut anticiper. Et puis, il faut voir dans l'avenir. 30 ans, Élodie le disait tout à l'heure, 30 ans, c'est demain. Dans l'immobilier, dans le logement, 30 ans, c'est demain. Donc, il faut s'asseoir rapidement autour d'une table, discuter, et il faut aller de l'avant et arrêter d'opposer les uns aux autres. Merci beaucoup, Vincent. Vincent Poulou, agent CERA à Saint-Jean-de-Luz et président de l'AFTAIM Région Aquitaine. À vous, justement, quel constat vous pourriez faire et quelles conclusions vous pourriez apporter, même si vous, sur votre marché, on va dire que vous êtes un peu moins perméable à ce qui est en train de se produire. Alors, moi, j'ai observé aussi donc, 10 ans de croissance ininterrompue, mais j'ai connu un petit peu avant aussi. J'ai appris que les arbres n'ont pas au ciel et qu'il y a des crises. Et les crises du logement, il peut y avoir aussi des crises sanitaires, des crises boursières, des crises politiques, les gilets jaunes. Donc, il faut être quand même très prudent parce que le marché peut avoir quand même pas mal de soubresauts. Et donc, pour moi, c'est un marché où il faut être apporter le bon conseil et être prudent et pas se dire qu'on est au-dessus de la mêlée. Les problèmes, on en a connus et il y en aura. Voilà, effectivement, vous le dites avec beaucoup d'humilité. Bravo, merci beaucoup à vous, Philippe Tommy de Nébazur. Pour Barnes, un mot de conclusion, Sébastien Sabalette. Donc effectivement, pour conclure, on va dire que le Pays Basque, on est sur un endroit privilégié. Ça, c'est incontestable quand on voit, alors la radio, il n'y a pas la vue, mais si vous voyez la vue que j'avais en face de la mer, c'est privilégié. Donc, il va falloir s'adapter. Le marché se contracte, mais on sait s'adapter, on doit s'adapter. On pensait qu'après le Covid, ça serait catastrophique. Ça a été le contraire. Il faudra sûrement se réinventer.
L'agent immobilier doit le faire et le fera. Donc moi, je veux qu'on se quitte sur une note optimiste en tout cas. Et moi, je suis certain que on va dire, ce début de tension, on le passera en tout cas se retroussant les manches. Absolument, et avec beaucoup d'unité professionnelle. Il va falloir désormais compter avec le Sud-Ouest et son magnifique littoral dans le paysage immobilier français. On vous souhaite à toutes et à tous, avec un petit peu d'avance, d'excellentes vacances. Et si elles ne sont pas encore réservées, venez découvrir, c'est moi comme je l'ai fait, cette formidable région. Un grand merci à toutes nos équipes, bien ici, Ludivine, Zineb, Philippe, Régis, Didier, et bien sûr, un petit mot, puisqu'il y a toujours des équipes, vous savez, qui nous précèdent, même si nous, effectivement, on prend un peu de lumière et qu'on parle au micro. Je voudrais qu'on fasse un triomphe à Alexandre Burkhardt et notre régisseur Lorenzo. Voilà, bien ici, bien chez vous est une émission sur Radio Imo qui est à réécouter, à télécharger sur le site et l'appli de Radio Imo. On se retrouve pour une prochaine date sur les territoires de France. D'ici là, prenez soin de vous. Bien ici, bien chez vous. Une émission proposée par Bien ici, à réécouter et télécharger sur le site et l'appli radio.imo et sur toutes les plateformes de streaming.